Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir accueillir d'abord, mesdames les ministres, mais Sébastien Bazin, qui est l'hôte de ces lieux, monte en premier, ce qui n'est pas complètement illogique. Vous pouvez applaudir Elisabeth Borne et Sophie Cluzel. Merci infiniment d'être avec nous. Alors, on va faire quelque chose qu'on ne fait jamais. On va commencer par la fin. C'est-à-dire qu'on va faire d'abord la photo de famille qui va marquer le lancement de ce baromètre parce que certains doivent partir un petit peu plus tôt. Donc c'est le moment pour le faire. C'est un moment un petit peu inattendu, mais je vais demander du coup aux entreprises, aux partenaires de monter sur scène. Certains vont rester pour la première table ronde dans un instant pour faire cette photo de famille. Donc vous pouvez tous dire cheese dans la salle à un moment, quand tout le monde sera prêt. Voilà. Installez-vous, disposez-vous comme vous le souhaitez. Voilà. Et je précise que vous pouvez enlever les masques. Anne-Claude Griton, vous pouvez le faire. Dans la salle aussi, hein, le passe vaccinal étant là. Voilà, merci infiniment. Ceux qui interviendront dans une deuxième partie sont invités à redescendre. Et vous pouvez rester sur scène, mesdames les ministres, peut-être une ministre par canapé. Et les intervenants qui se disposent comme ils le souhaitent autour de vous. Je vais laisser la parole à Sébastien Bazin dans un instant. C'est le maître des lieux, bien entendu, pour le premier mot d'accueil. D'abord, un petit mot de remerciement pour toutes les personnes qui sont venues. Asseyez-vous, Madame la Ministre. Ah, alors c'est comme vous voulez. Si vous souhaitez redescendre, moi, vous savez, je ne suis pas bégueule. Hein, mais dans 5 minutes, on débutera la table ronde. J'en profite évidemment pour remercier tous ceux qui sont venus. Vous êtes très nombreux, employeurs publics, privés, associations de personnes handicapées, bien sûr, syndicats, administration, ESAT, EA, fédération d'étudiants. C'est la première fois que vous êtes tous réunis, donc c'est tout à fait notable et je pense qu'il y a un vrai plaisir de venir assister au lancement de ce baromètre. Christian Sanchez était là pour le manifeste pour l'inclusion 140 grands comptes. Il sera là pour présenter le baromètre en deuxième partie. Thibaut Guilly, au commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises, qui représente 20 000 entreprises en région. Vous êtes tous là autour d'une cause qui est une cause évidente aujourd'hui et cruciale dans la société, le handicap et l'emploi. Vous connaissez tous les chiffres, mais je vais malgré tout les rappeler. Le handicap concerne en France 12 millions de personnes, à peu près 20% de la population. Ramené à l'échelle de cette salle, vous êtes environ 300, ça veut dire qu'une soixantaine de personnes est en situation de handicap. Alors on le sait, 80% des handicaps sont invisibles. Ça concerne chacun, chacune, évidemment, d'entre nous, d'où l'importance de ce baromètre, de ces outils que vous avez montés avec le gouvernement. Celui-ci en est un, et il est sans doute extrêmement important pour les années à venir, puisque vous le savez, Elisabeth Borne a annoncé de très heureux chiffres sur le front du chômage ces derniers temps. Et pourtant, pour les personnes handicapées, il y a encore une surreprésentation, 18% environ de chômage. 14, pardonnez-moi. Et ben voilà. Alors c'est très bien. Ça veut dire que les chiffres sont en baisse et que je ne suis pas du tout au fait. Merci pour cette précision. Je laisse Sébastien Bazin ouvrir les débats. On est ensemble pour 1 heure et demie avec 45 minutes de table ronde et puis la présentation du baromètre. Sébastien Bazin. Wakari, Wakari Mashka. Oui, ça marche. Je vais pas, je vous prends, je suis ravi, Madame la Ministre, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes ici chez vous. On a commencé ça presque ensemble ici, donc j'espère que ça va durer pendant très longtemps.
c'est bien de vous avoir ici. D'abord, c'est un privilège pour le groupe Accor. Je pense que le monde du tourisme, de l'hôtellerie en général, on devrait être, si ce n'est les premiers, en tout cas montrer l'exemple. On a l'énorme chance d'embaucher beaucoup de personnes dans le monde et en France. Et puis on a une malchance aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de beaucoup de personnes, puisqu'il y a entre 5 et 20% des gens qui étaient là pré-pandémie qui ne sont plus là pour des raisons très légitimes. Et donc c'est aussi notre moment d'aller au-devant des gens qui sont en situation de handicap, parce qu'on a besoin d'eux et parce qu'ils nous apportent énormément beaucoup. Donc ce baromètre va être très important, votre présence est très importante, et j'adore le fait que vous fassiez ça au sein du groupe Accor. Donc revenez quand vous voulez, même sans permission, cette salle est la vôtre. Merci en tout cas beaucoup. Merci beaucoup Sébastien Bazin. Je crois savoir d'ailleurs que vous avez décalé quelque chose dans votre emploi du temps pour être ici, ce qui montre l'importance que vous accordez à cette question et je crois qu'on peut tous vous en remercier. Je vais inviter à présent les autres intervenants de cette table ronde qui va débuter dans une poignée de secondes à nous rejoindre sur scène. Qui aura le privilège de s'asseoir à côté des ministres ? Peut-être Stephen Daines, le DRH Monde d'Accor, puisque vous êtes ici chez vous. Et les autres, vous pouvez monter, Anne Lafitte-Maïkès, Anne-Claude Griton. Voilà, venez tous nous rejoindre. On débute les débats sur cette question importante, comment rendre visible son engagement inclusif. Hop là, Anne Lafitte-Maïkès, vous co-dirigez les ressources humaines du groupement Les Mousquetaires, qui est un très gros employeur. Olivier Schiller, qui vient de s'asseoir, patron de Septodon, ambassadeur des ETI. Les ETI sont très engagées, elles aussi. Stephen Daines, je l'ai dit, DRH Monde du groupe Accor. Et Anne-Claude Griton, vous êtes DRH du centre hospitalier de Valenciennes. Vous représentez en quelque sorte le secteur public ici. Mesdames les ministres, on débute naturellement avec vous. Je le disais tout à l'heure, Elisabeth Borne, sur le front de l'emploi de belles embellies, mais quid de la situation des personnes de la situation des personnes en situation de handicap, pardonnez-moi cette redondance. 18%, c'est ce que j'avais lu, je me suis trompé, mais à culpa, 14%. Il y a du mieux, mais malgré tout, si mon calcul est bon, on est 2 fois au-dessus du taux de la population. Alors d'abord, vous avez raison de souligner que l'emploi se porte bien dans notre pays, malgré les chocs que l'on a vécus depuis 2020, puisque le taux de chômage au global est au plus bas niveau depuis près de 15 ans. La situation de l'emploi pour les personnes en situation de handicap s'améliore également. Sophie le disait, le taux de chômage est passé de 18% en 2018 à 14% aujourd'hui. Cette amélioration, c'est bien, mais évidemment, on ne peut pas se satisfaire d'avoir un taux de chômage qui est à quasiment le double, puisqu'on est à 7,4% au global du chiffre d'ensemble. On a d'autres chiffres peut-être qui sont intéressants et qui donnent aussi des indices positifs pour l'avenir, c'est le nombre d'apprentis en situation de handicap qui a augmenté de 80% en 2 ans. Donc je crois que c'est effectivement quelque chose qui est intéressant puisque ça prépare l'avenir et ça prépare l'emploi des personnes en situation de handicap. Chacun a en tête que l'apprentissage, c'est sans limite d'âge pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est effectivement un bon moyen de se reconvertir quand on a pu acquérir, si je peux dire, un handicap en cours de vie. Et puis je pense qu'un autre chiffre que je pourrais citer qui montre que quand on a un dispositif qui facilite, qui favorise l'emploi des personnes en situation de handicap, les entreprises s'en saisissent, c'est les aides que nous avions mis en place, les aides à l'embauche pour des personnes en situation de handicap. On a 29 000 embauches qui ont été réalisées avec ces aides, dont 2 tiers en CDI. Là aussi, c'est un élément positif. Je pense qu'il faut se le dire clairement, on n'est pas du tout au bout du chemin, mais en tout cas, on avance dans le bon sens et c'est aussi un encouragement pour continuer, nous tous, à agir en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et c'est évidemment le sens de cette soirée. Sophie Cluzel, la question de la perception est extrêmement importante. Comment est là
évolué ces derniers temps? On voit, Elisabeth Borne vient de le dire, qu'il y a du mieux. Comment faire pour que ce mieux se transforme en bien tout court? Alors, Je crois qu'il marche. Si vous le rapprochez de votre... Voilà. on a travaillé depuis 5 ans avec Elisabeth Borne sur 2 axes. On a travaillé sur l'employabilité des personnes en situation de handicap et sur l'accompagnement des employeurs, privés ou publics. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance. Alors le regard, bien sûr, il faut travailler sur le regard et la perception, il faut lever les préjugés. Il y en a beaucoup encore. Il y a encore des mauvaises représentations du handicap, il y a une représentation parfois de complexité. Donc il faut absolument rassurer et accompagner les employeurs. Alors on a fait beaucoup de choses, hein, et je pense que vous tous ici présents, vous êtes la preuve justement de cet engagement. On a travaillé sur beaucoup de domaines. Pour rassurer les employeurs, eh bien, je remercie tout simplement Christian Sanchez et Jean-Pierre Le Tartre qui n'a pas pu être là ce soir, parce qu'on a démarré avec 2 ambassadeurs pour mobiliser les entreprises à signer un manifeste, le manifeste pour l'inclusion, qui a été signé il y a 3 ans et qui a vraiment servi à tenir bon pendant toute la crise, parce que c'était des engagements très simples, hein, avec ce manifeste inclusion, une dizaine d'engagements sur l'embauche, mais pas que, sur les apprentis, sur la sensibilisation. Et en fait, cet engagement des entreprises fait que les personnes handicapées n'ont pas été les variables d'ajustement pendant cette crise sanitaire et économique. Puis on n'a pas fait que ça. On a promu le duo-D, et le duo-D, c'est vraiment maintenant un levier de rencontre. Et donc, quand on pousse la porte de l'entreprise, qu'on montre ses talents, ses compétences, et bien derrière, ça débouche justement sur des rencontres. Et au-delà de ça, 17% des 30 000 duos qu'on a pu faire en novembre ont débouché sur du sourcing direct, c'est-à-dire de l'insertion professionnelle, CDD, CDI, stage. C'est devenu un vrai levier de sourcing inclusif. Et je sais que vous avez été nombreux à participer au duo, que ce soit employeur privé, public, et c'est comme ça qu'on change l'image. Et puis on a accompagné bien sûr également les aides à l'emploi, ça a été dit. Le job coaching, on en reparlera. L'emploi accompagné, très important. Là aussi, il nous faut avancer encore avec les entreprises, le faire savoir. Et puis, bien sûr, travailler sur l'employabilité des personnes avec le compte de formation qui a été bonifié pour le salarié, etc. Donc, on a fait feu de tout bois avec ces 2 jambes, en même temps employabilité des personnes et en même temps accompagnement des employeurs, que ce soit privé et public, je tiens vraiment à le dire. Alors, ce baromètre, vous l'avez co-construit, hein, comme il est coutume de dire, entre une impulsion gouvernementale et puis des employeurs. Certains sont représentés ici. On commence avec vous, Stephen Daines, tout seigneur, tout honneur. Vous êtes ici chez vous, DRH monde du groupe Accor. La question sera rituelle d'ailleurs, je la poserai à chacune et chacun. On sait que l'objectif c'est 6% de taux d'emploi. Vous en êtes où chez Accor, vous? Alors concrètement, en France, nous sommes aujourd'hui à 4,6%. Avec une différence en fait qui peut sembler paradoxale entre nos opérations, c'est-à-dire les hôtels, où nous sommes à 6%, et les sièges, qui sont des populations d'experts, et où nous avons un taux inférieur. Ce qui montre que, bon, d'abord nous avons un effort à faire. Parce que même si... Pardonnez-moi la candeur de cette C'est intéressant question. parce qu'on y réfléchissait, effectivement. Il y a peut-être, je ne sais pas quels sont exactement les chiffres, mais il y a peut-être en matière de formation déjà quelques freins, visiblement, dans les parcours, dans les cursus, qui font que peut-être les personnes, certains, en tout cas un certain handicap, freinent la progression dans le cursus. Ça ne devrait pas, mais ça semble le cas. Et puis il y a peut-être aussi voilà, des freins qu'il faut combattre. Ce qui est intéressant dans les hôtels, c'est que les hôtels, c'est notre cœur évidemment de métier. On a des fonctions experts, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, évidemment de support, notamment des équipes digitales qui sont énormément développées. Mais enfin, le cœur de Accor, c'est quand même les équipes dans les hôtels. Et l'hôtellerie, comme on le fait un petit peu aujourd'hui d'ailleurs ici, c'est de l'hospitalité. C'est vraiment un métier où on espère, les gens sont passionnés par la rencontre avec l'autre, dans toute sa différence, puisqu'en fait l'hôtel à la base accueillait des voyageurs, bon, souvent, pas toujours, mais enfin, provenant d'autres régions, d'autres cultures. Donc on est vraiment une industrie où la rencontre, la recherche presque de la différence est au cœur de ce que l'on offre. Si bien que, du coup, c'est pas si étonnant que ça que nous ayons des équipes dans les hôtels qui soient particulièrement friandes, qui soient particulièrement rapides à
intégrer, à inclure des personnes. Et là, on parle aujourd'hui des personnes en situation de handicap, mais à Accor, nous sommes sur le front de la diversité en général. Nous essayons en tout cas d'être précurseurs, parce que même si c'est à la base l'état d'esprit d'un hôtelier, d'accueillir la différence, il y a malgré tout, même chez les hôteliers, parfois de l'étroitesse d'esprit, des préjugés. Il y a aussi parfois tout simplement la pensée, mais qui est fausse, que parce que ce sont souvent des travaux un petit peu physiques qui requièrent de se mouvoir dans l'espace, qu'on va peut-être avoir certains handicaps plus difficiles à intégrer que d'autres. Ce qui n'est pas le cas. On a récemment le cas, là, par exemple à Ajaccio, à l'Ibis Styles d'Ajaccio, d'un malvoyant, Tony, qui a été totalement intégré à l'équipe et qui fait des check-in, des check-outs, qui renseigne, alors en outre sur Ajaccio, il est avec son chien, son chien aveugle dans l'hôtel. Et voilà, aujourd'hui, alors grâce aussi au numérique et puis à une équipe qui s'est adaptée autour de Tony, en mesure de faire des travaux dont on aurait dit peut-être qu'il n'était pas possible de l'intégrer. Vous me l'avez dit en préparant cette table ronde, il y a souvent un cercle vertueux qui se met en place lorsque une personne en situation de handicap est intégrée dans une équipe. Vertueux, je présume d'abord pour la personne en question, bien sûr, mais également pour l'équipe qui est autour, peut-être d'ailleurs plus largement pour les clients handicapés qui viennent chez nous. Racontez-nous ça, parce que je pense que pour ceux qui hésiteraient encore, ça peut avoir un vrai intérêt. Alors effectivement, un hôtel, c'est un endroit assez particulier, puisque une équipe va vivre des moments quand même privilégiés, un contact assez étroit avec des clients pendant plusieurs heures. Ça va durer une nuit, 2 nuits, 3 nuits, enfin 3 jours, voilà. Et ce qui est vraiment intéressant, effectivement, c'est qu'une équipe qui va accueillir une personne en situation de handicap va augmenter, réduire son étroitesse d'esprit et va, par exemple, se trouver apte à accueillir beaucoup mieux des personnes âgées, peut-être. Parce qu'on développe des handicaps au cours de sa vie. Donc il y a, on le sait, des personnes désormais quand même très âgées, plus de 95 ans, qui ont voyagé, qui ont souvent des problèmes de vue, des problèmes d'audition, des problèmes pour se mouvoir dans l'espace. Donc l'équipe va savoir mieux les accueillir. Mais c'est aussi savoir mieux accueillir, par exemple, les enfants, tout simplement. À Accor, nous avons, et je crois que Mme Cluzel, vous en avez visité, nous développons des smart rooms. Vous savez que souvent dans les hôtels, les chambres dites, bêtement dites, intelligentes. Oui, enfin, alors non, mais à l'époque, qui étaient adaptées, je dirais, aux personnes en situation de handicap, étaient souvent un petit peu hospitalières, enfin oui, hospitalières dans le sens healthcare, plutôt que hôtellerie. Aujourd'hui, on travaille sur tout ce qui est sensoriel, sur tout ce qui est la lumière, tout ce qui est les sons dans cet espace qui est prévu pour des personnes en situation de handicap. Mais on se rend compte que, par exemple, un lavabo qui peut s'abaisser, c'est un lavabo qui va être bien utile à des parents qui ont des enfants en bas âge pour se brosser les dents, enfin voilà, pour faire. Et donc, en fait, tout ce travail qui est fait, qui est un travail technique, qui est un travail humain aussi, eh bien, il sert effectivement à accueillir l'ensemble de nos clients. Nous avons des clients de toute culture, de toute race, de toute religion. Nous avons des clients avec tout type de régime alimentaire. Et de plus en plus, et on espère en avoir de plus en plus, pour éviter le genre de conflit qu'on vit aujourd'hui. Et je pense donc que le travail, enfin ce baromètre-là, effectivement, évidemment, il est à destination des personnes en situation de handicap, mais effectivement, dans une entreprise, on vit concrètement combien ça ouvre toute une équipe à tout un tas d'autres différences. Dernière toute petite question, vous, dans votre rôle de DRH, on sait qu'un DRH doit gérer un certain nombre de conflits, vous êtes des pacificateurs généralement. À quoi ça peut vous servir, à vous? Quelle est la vertu pour votre métier à vous? C'est un petit peu la même chose, moi, dans mon métier. Je vais vous confier. Donc, je suis le DRH du groupe, effectivement, depuis 2 ans et demi. Mais j'ai toute une carrière d'opérationnel. J'ai été opérationnel toute ma vie. Et ce que je découvre en tant que DRH, c'est que les collaborateurs, donc j'ai tout un tas de conflits qui remontent à moi, de dysfonctionnements, de gens qui se disputent, de luttes de pouvoir, enfin tout ce que vous pouvez imaginer dans une entreprise humaine faite voilà, de groupes humains.
Et je disais, et c'est un peu peut-être sujet à controverse ce que je vais dire, mais après 2 ans et demi de côtoyer donc des dysfonctionnements dans une entreprise, très souvent, je dirais, nous sommes tous porteurs d'un handicap. Et effectivement, vous dites que je crois, 80% des handicaps ne sont pas visibles, mais là, vous parlez des gens dits en situation de handicap. Moi, je vais plus loin que ça. C'est-à-dire que je pense que nous sommes tous en situation de handicap. Nous avons tous un poids à porter qui est parfois effectivement une limitation physique, qui est parfois une limitation psychique. C'est-à-dire que de notre enfance, de notre génétique, nous avons hérité ou nous avons développé certains comportements qui nous gênent finalement dans notre vie quotidienne, qui nous gênent nous-mêmes. Nous en sommes plus ou moins conscients. Et je pense que donc travailler, pour répondre à votre question, savoir s'adapter, savoir intégrer, savoir inclure, c'est aussi s'ouvrir à la différence constamment et accepter que tous et toutes ici, probablement, nous avons notre handicap et que ce n'est pas à nous de gommer ce handicap que nous avons ou d'être dans le tabou systématique, dans la honte, dans la culpabilité, dans la recherche de conceal it, mais au contraire, de chercher à en parler. Je peux avoir une maladie chronique, par exemple, là aussi. Et donc, moi, mon rôle de DRH, c'est d'ouvrir la parole, de libérer, de dédramatiser, de normaliser et d'inciter tous les collaborateurs à travailler avec des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire avec tout le monde. Alors, précisément, on va parler de cette libération de la parole, parce que vous venez de le souligner, ça permet aussi de pacifier, ça permet Exactement. sans doute de créer une forme de bien-être au travail. Anne-Claude Griton, vous êtes, vous, au centre hospitalier de Valenciennes. Je vous pose la question également. Taux d'emploi, hein, ça, de toute façon, vous n'y couperez pas. Vous êtes à combien ? 5,7. 5,7, d'accord. Je crois que d'ailleurs, vous êtes repassé sous la barre des 6% récemment. Pourquoi ? Nous étions à 6 avant la crise Covid. Et effectivement, nous avons eu des départs en retraite assez significatifs l'année 2020. Ces départs ont fait baisser notre taux et nous sommes passés sous la barre. Et c'est un des phénomène 6. très intéressant puisque naturellement, les situations de handicap se retrouvent plus à l'approche de la retraite avec des personnes qui sont relativement âgées plutôt que dans les autres tranches d'âge. Comment on libère cette parole ? Vous êtes vraiment au cœur du sujet parce que vous êtes en plus en milieu hospitalier. On sait à quel point vous avez été sollicité ces derniers temps. Et puis peut-être quelle est la différence entre le public et le privé, hein, puisqu'il y a des représentants des deux ici. Alors, je pense être la seule représentante du secteur public. Alors, je vois peut-être 3 raisons pour lesquelles le secteur public aurait de meilleurs résultats que le secteur privé. Approchez un tout petit pardon, peu, pardonnez-moi, votre micro, premier- on a envie de vous entendre. Pardon, Donc je voilà. ne m'entends pas forcément. Donc, le premier élément d'explication, c'est peut-être que dans le secteur public, eh bien, nous sommes des administrations, donc par définition, nous avons l'habitude de mettre en œuvre la réglementation, c'est notre quotidien. Ensuite, alors je parlerai plutôt des hôpitaux publics que des autres administrations que je connais moins, mais l'hôpital public a une responsabilité sociétale et environnementale, mais d'abord sociétale, et en général, nous sommes les premiers employeurs de l'agglomération. Donc nous avons aussi un devoir d'exemplarité. Nous sommes le premier recruteur dans le bassin d'emploi et nous sommes aussi souvent représentatifs de la totalité de la population. Donc nous devons veiller aussi à être représentatifs d'une population qui serait porteuse de handicap. Donc voilà, c'est notre responsabilité sociale et notre rôle en tant qu'acteur économique et social. Et peut-être la dernière explication que je verrai, c'est le fait qu'en tant qu'hôpital public, nous avons aussi des métiers particulièrement exposés au risque de handicap acquis à l'aune de l'exercice professionnel, hein, qui est quand même exposant et fatigant pour certains métiers. Donc moi-même, en tant que DRH, j'ai cette responsabilité d'accompagner nos agents. Alors le premier axe, c'est la prévention, l'équipement des postes de travail pour éviter le développement du handicap, mais également si les personnes développent tout de même un handicap, leur accompagnement, soit dans une reconversion professionnelle si le handicap les empêche d'exercer leur profession initiale, soit le développement d'aménagements spécifiques pour les maintenir en poste. Et l'enjeu est double, c'est-à-dire qu'en tant qu'employeur hospitalier,
La responsabilité s'adresse aux agents pour les accompagner dans leur parcours individuel, bien sûr, mais notre responsabilité s'adresse aussi, se tourne vers notre patientèle, puisque la qualité de la prise en charge des patients et la qualité des soins tient aussi à la présence des professionnels de santé au lit du malade. Et donc, en tant qu'employeur public, en tant qu'employeur hospitalier et en tant que DRH, mon travail consiste aussi à maintenir dans l'emploi et à réduire le taux d'absentéisme pour que les équipes soient au complet, au chevet des patients. Alors, le maintien dans l'emploi, c'est crucial. On va en reparler dans un instant, notamment à travers les actions que vous avez. Juste avant, ce tabou, on sait qu'il y a un tabou, hein, et tout le monde en parlera ici. Ce tabou est étrangement peut-être un peu plus fort dans le monde hospitalier. Racontez-nous pourquoi. Alors, je pense que ce tabou, les préjugés peut-être qu'on peut avoir vis-à-vis des personnes en situation de handicap au sein de l'hôpital n'est pas lié au handicap lui-même, mais est lié au regard que le soignant porte sur lui. C'est-à-dire que les soignants sont des personnes pudiques qui souhaitent apporter la meilleure prise en charge à la patientèle. Et en fait, c'est une histoire de regard projeté. Le soignant n'a pas envie forcément d'être perçu par ses collègues ou perçu par son patient comme étant peut-être porteur d'une fragilité. Ce n'est peut-être pas l'avis du patient ou des collègues, mais c'est vraiment une crainte qui est projetée sur l'autre, en fait. Et le problème, c'est que cette vision est assez tenace. Donc on travaille, nous, en parallèle, à essayer de changer ce regard. Et cela passe par la définition d'une politique active. Le centre hospitalier de Valenciennes a mené une politique handicap très proactive depuis 10 ans, en la structurant par un diagnostic à l'origine en 2015, ensuite par une convention passée avec le FIPHFP, convention exigeante qui amène à apporter des résultats rapidement. Et ensuite, cette politique, elle a été structurée et déployée au sein de l'institution dans un modèle de gestion très décentralisé. Donc, cette politique, elle est définie au niveau central, mais elle est portée par les pôles. Et nous avons identifié donc, des ressources humaines en centrale et dans les pôles pour déployer cette politique. Et nous avons également mis en place, déployé des moyens matériels, des moyens financiers et surtout une communication et une acculturation au travers de la formation des cadres, puisque c'est aussi leur rôle de manager de proximité. Également une sensibilisation de tous les acteurs hospitaliers, donc des 5000 agents de l'hôpital, au travers des DUOD, comme vous le rappeliez, des scènes de théâtre qu'on a pu mettre en place pour faire des vies ma vie, et qui permettent aussi de changer le regard. Et puis tout un travail aussi sur l'intégration de personnes en situation de handicap. Et finalement, ces expériences-là contribuent petit à petit à changer le regard que les soignants auraient sur leur propre handicap ou le handicap des autres. Je reviens sur le tabou, malgré tout. J'en profite pour saluer les interprètes en langue des signes qui font un travail toujours qui est absolument éblouissant puisqu'ils viennent juste de se relayer. Ce tabou, étrangement aussi, plus on est dans une population diplômée à l'hôpital, peut-être d'ailleurs dans les entreprises aussi, et plus il est tenace. Pour le dire autrement, les médecins seront plus réticents à admettre qu'ils ont un handicap, c'est ça ? Absolument. Et je crois que la faculté de médecine est parmi les facultés, parmi lesquelles il y a le moins de personnes avec une ERQTH. Et voilà, je rejoins ce que monsieur disait tout à l'heure sur le fait que plus on progresse dans les études, alors soit on n'a pas forcément accès à ces études-là, mais dans le cas d'un handicap acquis, on ne va pas le déclarer toujours par pudeur ou par souci de l'image de soi, en particulier vis-à-vis de la patientèle qui vient à l'hôpital. C'est peut-être ce qui explique qu'ici, au siège Stephen Daines, il y ait moins de personnes qui se déclarent en situation de handicap. Je présume que le niveau de diplôme est peut-être plus important ici que dans les hôtels, non ? Je sais pas si... Oui. Dans le cas de handicap psychique, ils n'en sont pas toujours conscients. Très bien. Dernière petite question, Anne-Claude Griton. Il y a cette question qui a été longtemps tabou de la discrimination positive.
Quelle est votre position vis-à-vis de ça, peut-être pour encourager certaines personnes à se manifester? Alors, à ce stade, au centre hospitalier de Valenciennes, nous ne pratiquons pas la discrimination positive. On pose un principe d'une compétence égale et d'un travail égal. Nous n'avons pas cette approche de discrimination positive. En revanche, nous mettons en œuvre beaucoup d'efforts pour favoriser l'apprentissage, et c'est d'une certaine manière la façon de compenser la difficulté d'accès aux formations qualifiantes et aux parcours professionnels que monsieur évoquait tout à l'heure. Donc, proposer finalement des contrats d'apprentissage ou des parcours emploi-compétences aux personnes en situation de handicap, c'est leur ouvrir aussi les portes d'un avenir professionnel. Donc voilà, c'est l'axe que nous développons actuellement, et nous essayons justement aussi de développer des contrats d'apprentissage sur des métiers de plus en plus qualifiés. Donc ça, c'est notre objectif. Merci beaucoup Anne-Claude Griton. Elisabeth Borne, on le voit, le maintien dans l'emploi, c'est évidemment crucial. Comment est-ce que ça a évolué, cet accompagnement pour le maintien dans l'emploi? Alors effectivement, c'est un enjeu majeur. On sait qu'on peut tous finalement basculer en situation de handicap au travail, puisque 80% des handicaps interviennent en cours de carrière, soit du fait d'un accident ou d'une maladie, ou tout simplement de l'âge et de l'usure au travail. C'est un sujet qui a été pris en compte dans la loi d'août 2021 dite santé au travail, qui modifie assez largement l'approche en termes de santé au travail, avec d'abord un accent mis sur la prévention, avec aussi une modernisation des services de prévention et de santé au travail qui au passage change de nom, et puis l'idée d'un décloisonnement entre santé publique et santé au travail. Désormais, la mission des services de prévention et de santé au travail intègre pleinement ces enjeux de sensibilisation des entreprises aux situations des personnes, aux situations de handicap. C'est de ma faute, c'est moi qui l'ai dit ça, la première voilà. fois, et ensuite Ouais, il y a une espèce voilà, d'effet la fatalité, d'effet c'est abattu mimétique, sur nous. c'est terrible. Voilà. Donc les personnels doivent être à la fois sensibilisés et formés à la prise en compte du handicap. Et puis, alors je ne vais pas rentrer dans trop de techniques parce qu'on se perd assez vite dans les sigles, mais l'idée générale, c'est de davantage mobiliser les acteurs du handicap dans les politiques de prévention de la désinsertion professionnelle. Aujourd'hui, on a quand même des mondes qui ne se parlaient pas beaucoup entre le constat qu'on peut faire de l'accompagnement d'assurance maladie sur les personnes qui ont un problème de santé, et puis les acteurs de l'insertion professionnelle, y compris des personnes en situation de handicap. L'objectif, c'est vraiment d'embarquer dès le départ les acteurs qui accompagnent les personnes en situation de handicap dans ces problèmes de prévention de la désinsertion professionnelle. L'idée générale, c'est vraiment d'être capable de proposer un parcours fluide et puis de mobiliser toute la palette de solutions que Sophie a commencé à évoquer. Donc évidemment l'adaptation des postes de travail, mais il y a aussi un dispositif auquel on croit beaucoup toutes les deux, qui est l'emploi accompagné, qui est complètement dans la philosophie aussi de ce qu'on souhaite faire sur l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est de s'éloigner de plus en plus d'un modèle, on va dire type ESAT, entreprise adaptée, vraiment mettre les personnes en situation de handicap dans les entreprises. Et de ce point de vue-là, je pense que le dispositif de l'emploi accompagné est vraiment quelque chose qui monte en puissance et qui correspond bien à cette philosophie sur laquelle on a mobilisé des moyens supplémentaires dans le cadre du plan de relance. Et Sophie Cluzel, je suis sûr que vous avez un mot à ajouter sur ce sujet qui vous tient à cœur. Oui, alors peut-être pour expliquer aux employeurs qui ne connaissent pas forcément l'emploi accompagné, et c'est normal parce que ça fait 4-5 ans qu'on le met en place, un terme qui peut-être vous parle plus, c'est du job coaching. C'est-à-dire que pour vous devez rester le manager dans votre entreprise, le chef de service, le patron, quelle que soit la taille de l'entreprise, vous n'êtes pas spécialiste des troubles de la personne. Et bien sûr, on ne va jamais vous demander d'être des managers super spécialisés. En revanche,
Il existe des experts sur certains troubles, notamment je pense au handicap psychique, à la déficience intellectuelle, aux troubles de fonction cognitive, qui sont mal connus par les employeurs, qui sont parfois complexes à intégrer parce que justement on ne comprend pas très bien comment la personne fonctionne, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc on a développé dans les bassins d'emploi des plateformes de dispositifs d'emploi accompagné en s'appuyant sur l'expertise des associations spécialistes du médico-social qui savent bien comment fonctionne la personne avec un trouble, par exemple un handicap psychique, où il peut y avoir des variations de l'interaction avec la personne. Ce service, il est gratuit pour les entreprises parce que nous avons mis plus encore 15 millions cette année avec du financement donc, de l'État, de la GFIP, du FIP. C'est une seule porte d'entrée que vous poussez et c'est une gradation d'accompagnement qui va vous permettre d'accueillir, d'embaucher la personne. C'est un service qui est pérenne, c'est-à-dire que vous pouvez toujours le réactiver, ce job coach, si vous sentez qu'il y en a besoin. La personne également peut le faire. Et c'est donc gratuit, pérenne et expert. Et vous restez en tant qu'employeur, manager avant tout, un accompagnateur qui s'appelle le job coach, qui peut venir de façon par exemple intensive au démarrage pour expliquer au collectif de travail les interactions possibles avec la personne accompagnée, qui se retire, qui se revient, pour éviter également la désinsertion professionnelle quand il y a des variations d'activité. Et donc ce job coach, nous avons plus de 6000 personnes maintenant qui sont accompagnées. Dans les 6 mois qui suivent, vraiment, quand on rentre en emploi accompagné, dans les 6 mois, on peut être en emploi durable. Donc on voit bien que c'était un outil encore supplémentaire, nécessaire, pour pousser la porte de l'entreprise, y rester de façon pérenne, gratuit pour les employeurs. C'est une gradation d'accompagnement. Et alors, je pense que vous connaissez tous la scolarité accompagnée, les fameux accompagnants d'élèves en situation de handicap pour beaucoup d'enfants qui présentent justement des troubles de l'autisme, des troubles de fonction cognitive. Et bien là, on est aussi en train de franchir un pas avec l'emploi accompagné, comme on est en train de développer aussi l'habitat accompagné. Donc on sort en effet des murs où on avait l'habitude de travailler, on rentre dans l'entreprise ordinaire et on a ce filet de sécurité si important pour mieux comprendre comment fonctionnent ces salariés, ces collaborateurs qui viennent pousser la porte de l'entreprise avec parfois des spécificités encore mal connues par les entreprises. Donc pérenne, gratuit, réactivable autant que de besoin avec des experts et une seule porte d'entrée pour vous et pour la personne également. Alors, on le voit, avoir une politique structurée, c'est quelque chose de très important. Peut-être plus facile pour une grande entreprise comme Accor ou pour la fonction publique ou un centre hospitalier que pour les ETI. Olivier Schiller, vous les représentez ici, vous êtes ambassadeur aux ETI, vous êtes engagé depuis très longtemps dans cette question, mais pour une ETI, a fortiori peut-être pour une PME, c'est un petit peu plus compliqué parce que les services de ressources humaines sont sans doute moins importants. Oui, effectivement. Pardon, votre taux d'emploi, vous pensiez y échapper. Alors, effectivement, mon entreprise est plus petite que celles qui sont déjà intervenues et nous sommes à 3,6% de taux d'emploi handicapé, ce qui est classique dans le privé. Oui, rappelons-le, il y a un décalage entre le secteur privé et le secteur public. Oui, c'est assez emblématique parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de DRH qui souhaiteraient augmenter le taux de travailleurs handicapés, qui souhaiteraient se rapprocher ou dépasser ces 6%, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Il y a beaucoup de tabous, ça fait un petit peu peur. Les grands groupes comme Accor ou comme LVMH ont des structures RH qui sont puissantes, qui permettent d'accompagner les entreprises. Mais nous, au sein des ETI, donc ETI c'est entre 250 et 5000 salariés, n'avons pas les mêmes moyens pour pouvoir porter ces politiques. Donc c'est pour ça que dans le cadre de la stratégie Nation ETI, qui consiste à créer un environnement en France plus favorable à notre catégorie d'entreprise, on représente 25% des emplois français, donc il y a un aspect aider le nombre d'ETI à croître, mais il y a aussi un aspect engagement, comment est-ce que les ETI peuvent contribuer aux territoires sur lesquels elles sont implantées. Donc dans ce cadre-là, on a souhaité s'engager auprès de la ministre, auprès de Sophie Cluzel, pour voir comment est-ce qu'on pourrait justement aider les ETI à progresser dans l'emploi des travailleurs handicapés. Comment on fait ? Oui. Voilà. Alors, on a travaillé avec Thibaut Hiverna, qui est le président de la commission handicap du METI, également avec ma DRH, Aïcha Goudiaby, qui sont présents tous les deux, et avec également Caroline Dekerl, que l'on verra sur scène dans un instant, qui donc, fait un signe, non. Donc, bref, nous avons travaillé ensemble pour dire comment est-ce qu'on pourrait aider les ETI à augmenter ce taux de travailleurs handicapés. Et une des premières mesures qu'on a prises, ça a été de créer ce guide. Ce guide qui permet à des chefs d'entreprise, à des DRH, d'expliquer comment est-ce qu'on peut
créer au sein des entreprises une situation qui va permettre d'augmenter ce taux. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect sensibilisation. Comment est-ce que je sensibilise mes cadres, l'ensemble des salariés au handicap? Donc, il y a des bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre dans les ETI qu'on a cherché à partager. Il y a ensuite inciter les travailleurs en situation de handicap, mais qui sont frappés par ce tabou, qui n'osent pas se déclarer, à se déclarer. Moi, j'ai un exemple dans mon entreprise où il y avait une salariée malentendante. Donc, quand ses collègues, dans son dos, lui disaient bonjour et qu'elle ne répondait pas, il dit elle est de mauvaise humeur aujourd'hui, alors que simplement, elle n'avait pas entendu. Et du jour où elle s'est déclarée en situation de handicap et où elle a décidé également de porter à la connaissance de ses collègues qu'elle était malentendante, eh ben, elle a beaucoup mieux vécu en entreprise, puisque les autres salariés comprenaient pourquoi, s'il parlait derrière son dos, elle ne comprenait pas. On a pu aménager son poste de travail, elle supportait mal d'être dans un open space, donc lui donner un bureau individuel, c'est pas grand-chose, et du coup, elle s'est beaucoup épanouie, elle a été beaucoup plus efficace au sein de l'entreprise. On revient au cercle vertueux dont on parlait tout à l'heure, et cette forme de bien-être au travail qui est indispensable dans les équipes. Et de bien-être pour le salarié handicapé, mais aussi bien-être pour ses collègues qui sont très fiers de pouvoir accueillir de façon harmonieuse des collègues qui sont frappés de telle ou telle problématique. Donc, il y a également l'aspect recruter. Comment est-ce qu'on fait pour recruter, pour se rapprocher de ce plancher de 6%, hein. J'allais dire plafond, mais ce n'est pas plafond, c'est un plancher. Ça doit être un plancher. Comment est-ce qu'on peut voilà. Et là aussi, par les voies traditionnelles, publiques et privées, ce n'est pas toujours évident de sourcer, entre guillemets, des travailleurs handicapés. Donc on a signé une convention avec les AGFIP, hein, qui sont... dont les représentants sont ici dans la salle. Alors, les AGFIP sont organisés de façon régionale. Donc, il y a des représentants AGFIP dans chaque région. Et les ETI sont structurés à travers les clubs ETI régionaux. Donc, en créant ce rapprochement au sein des régions, entre les AGFIP et puis les ETI, par l'intermédiaire des clubs ETI, on peut justement apporter ce conseil aux entreprises de taille intermédiaire pour mettre en place cette politique, pour bénéficier de tous les dispositifs qui existent, hein, du Day, job coaching, etc., mais qui ne sont pas connus des ETI. Donc voilà, donc vraiment pour rapprocher ce monde des travailleurs, des associations, de l'État, hein, qui soutient donc les travailleurs handicapés, et puis ce monde des ETI. Ce vade-mecum là que vous avez sur vos genoux, vous avez commencé à l'envoyer à certains de vos collègues dirigeants d'ETI. Et comment est-ce qu'il est accueilli? On peut revenir d'ailleurs sur cette question du tabou. Hein. Alors on avait fait il y a quelques semaines avec Sophie, un certain nombre d'autres ministres, un bilan de la stratégie Nation ETI, 2 ans après l'avoir lancée. Il y a eu beaucoup d'échanges sur la décarbonation, sur l'apprentissage, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'ETI qui avaient beaucoup progressé dans cette matière. On a présenté également ce vade-mecum. Et là, il y a eu un vrai enthousiasme, de dire mais ça c'est vraiment super parce que nous on aimerait bien pouvoir contribuer, mais on ne sait pas comment faire. Donc il y a eu un accueil extrêmement positif des chefs d'entreprise. Et nous allons, à partir de maintenant, hein, puisqu'il vient d'être, l'encre est juste sèche, on va maintenant effectivement l'imprimer et puis l'envoyer à tous nos adhérents et également aux différents clubs pour créer cette dynamique, pour entraîner les 5400 ETI françaises dans cette démarche. En tout cas, ça infuse, ça commence à infuser dans les esprits. Steven Daines aussi, Anne-Claude Griton, vous sentez qu'il y a un changement parmi, et je viens vers vous Anne ensuite bien sûr, il y a un changement de mentalité chez les dirigeants d'une façon générale sur cette question précise? Oui, allez-y. Oui, il y a un changement de mentalité, comme je vous le disais, non seulement au niveau des dirigeants, mais au niveau des salariés de l'entreprise. Hein. Il y a un vrai sentiment positif. Et puis également, vous voyez, aujourd'hui, le nombre, il y a de moins en moins de salariés disponibles par rapport aux besoins des entreprises. Et donc, il faut travailler sur sa marque employeur. Et les jeunes qui rejoignent les entreprises disent, OK, bon, vous fabriquez tel ou tel produit, mais qu'est-ce que vous faites pour l'environnement? Qu'est-ce que vous faites pour les plus démunis? Qu'est-ce que vous faites pour les... Voilà, donc ça fait vraiment partie aujourd'hui, je dirais, c'est quelque chose d'assez standard aujourd'hui, de s'engager également sur des thématiques telles que celle-là. L'inclusion au sens large, je vous ai interpellé, donc je vous laisse répondre en quelques mots. Non, juste pour dire, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, que nous avons sur certaines fonctions un marché du travail qui est tendu aujourd'hui et il faut en profiter. Donc il y a 2 mouvements, il y a une ouverture beaucoup plus forte à la diversité sous toutes ses formes.
Je pense qu'il y a même une ouverture désormais véritable à la discrimination positive. Les gens ont compris que ça a servi, que parfois il en faut. Et donc c'est pour ça, je pense que ce genre de baromètre a vraiment son utilité. Et de surcroît, il y a un marché du travail tendu. Et donc voilà, c'est l'opportunité de progresser. Avec le Griton. Globalement, les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, voilà, sont de plus en plus au cœur des stratégies des entreprises privées comme publiques. Voilà, c'est un élément. Peut-être qu'on aurait pu souhaiter que ça vienne spontanément. Il n'empêche que voilà, on est aussi soumis au choix de nos salariés qui regardent comment on se comporte voilà, socialement. Et donc, on doit répondre à ces enjeux. Et puis, je pense aussi que c'est des préoccupations quand même qui concernent tous les dirigeants, fort heureusement. Alors, Elisabeth Borne, comment fait-on pour amplifier encore ce mouvement et peut-être convaincre davantage d'employeurs? Oui, peut-être dire, je partage complètement le fait que la baisse du chômage en général, les tensions de recrutement sont vraiment une opportunité à saisir pour permettre à chacun effectivement de trouver un emploi. Et je crois que vous l'avez tous dit, c'est à la fois on ne peut pas se passer d'une partie de la population, mais en même temps, pour attirer les autres collaborateurs, ils sont aussi en attente d'engagement de la part de l'entreprise, d'être une entreprise réellement inclusive, et c'est toute l'attente de sens que aujourd'hui les salariés recherchent. Je pense que vous l'avez bien dit, il y a un acteur qui est là pour accompagner les entreprises, c'est l'AGEFIP, et c'était important qu'on puisse du coup revoir, enfin actualiser la convention entre l'État et l'AGEFIP. Elle était caduque depuis 10 ans. Donc du coup, on a pu renégocier cette convention avec l'AGEFIP pour qu'elle traduise, qu'elle engage l'AGEFIP à être vraiment au service de ces politiques publiques d'accompagnement à la fois des salariés en situation de handicap et puis des employeurs qui cherchent à recruter. Donc dans le cadre de cette nouvelle convention, on a défini 4 priorités, 4 axes de la convention, avec une priorité donnée précisément à l'accompagnement des entreprises très concrètement sur le terrain, un objectif même quantifié de 1500 entreprises accompagnées en 2022 pour appuyer ces entreprises, les aider à mettre en place leur plan handicap. L'AGEFIP avait développé tout un réseau de référents handicap qui vont être très utiles, je pense, pour accompagner précisément ces entreprises. Et puis, donc, je rappelle que ces référents handicap, ils sont obligatoires dans toutes les entreprises de plus de 250 salariés depuis la loi du 5 septembre 2018. J'ai évoqué la situation des employeurs privés. Il ne faudrait pas oublier non plus les employeurs publics, mais c'est pareil. De ce côté-là, le FIP a le même genre de démarche avec des conventions pluriannuelles qui permettent d'accompagner dans la durée les employeurs publics dans leur politique en faveur du handicap. Donc je pense que vraiment le bon réflexe pour les employeurs publics et privés, c'est de se tourner vers la GFIP et le FIP. Et je vous vois acquiescer, Sophie Cluzel. Oui, bien sûr. Olivier l'a très bien dit. Il n'y a aucun employeur qui est malveillant. Il est tout simplement démuni. Donc l'accompagnement, il est capital. Alors on a les leviers de référent handicap en interne en entreprise. Mais je crois que ce qu'il faut vraiment, c'est qu'on soit dans une dynamique d'une stratégie très construite. Donc c'est plus du one-shot, j'embauche, voilà, pour répondre à un quota. Non, c'est une véritable politique qui est en train d'être mise en place, avec l'aide justement des experts, et avec le fait de dire que, voilà, vous faites un diagnostic et puis on vous accompagne. Ça, c'est le maître mot, accompagnement de la personne, j'ai dit tout à l'heure, mais là maintenant, c'est accompagnement vraiment des employeurs, et privé et public, comme Elisabeth le disait. Peut-être le dire aussi que quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez vos indicateurs, vous mesurez votre avancée, votre chiffre d'affaires, vous avez toute votre batterie. Ben là, c'est pareil, et c'est ce qu'on va mettre en place. Comme le disait encore Patrick Pouyanné au Café Joyeux, où on était à réfléchir justement sur le baromètre, il me disait, mais de toute façon, on ne progresse bien que sur ce qui se mesure. Donc voilà, c'est un indicateur de mesure, de performance pour l'entreprise, une performance de responsabilité sociétale qu'il faut pouvoir faire diffuser interne en entreprise et externe. Ça va être tout l'enjeu de notre baromètre.
Alors, dernier témoin privilégié, Anne Lafitte-Maïkès. Voilà. Vous allez d'abord nous donner votre taux d'emploi, naturellement, comme tous les autres. J'en profite pour dire que vous co-dirigez les ressources humaines de cet immense groupe, hein, les Mousquetaires, puisque vous employez, je crois, 150 000 personnes, bricomarché, intermarché, et vous êtes une femme de terrain. Vous avez vous-même 2 bricomarchés dans le Perche, donc vous connaissez ces questions et vous les vivez sans doute au quotidien. Le taux d'emploi, d'abord ? Alors, le taux d'emploi groupe est à 5,9, mais bon, voilà. Donc, presque, on y est presque. On y est presque. Ouais. On s'y attelle pour dépasser les 6, mais voilà. Donc, en fait, je suis là à 2 titres, puisque, en effet, vous l'avez précisé, je suis chef d'entreprise indépendante, comme l'ensemble des adhérents, hein, qui sont au nombre de 3000 dans notre groupement. Et en parallèle, donc, nous avons des structures pas forcément intégrées, mais en fait, nous avons fait le choix, au niveau de notre groupement, d'intégrer en fait des fonctions support telles la logistique, l'informatique. Également, nous avons 60 usines, donc sur 10 secteurs différents, et dont la pêche, et également une entreprise adaptée qui comprend 50 collaborateurs et qui est en plus située dans le Perche, donc j'en suis plutôt très fière. Voilà. Donc en fait, je suis là à 2 titres. Donc d'un côté, nous avons signé un accord groupe en juin dernier à l'unanimité avec nos représentants syndicaux, mais je suis surtout là en fait pour représenter les 3000 chefs d'entreprise que nous avons vraiment à cœur d'embarquer. Et avec cette convention AGEFIC, nous allons pouvoir former nos référents handicap, les labelliser, former nos recruteurs et puis surtout faire de la politique handicap un non-sujet dans notre groupement. Nous avons déjà mis en place, pour pouvoir un petit peu sensibiliser l'ensemble des acteurs, que ce soit les collaborateurs, les dirigeants, les chefs d'entreprise, un escape game, donc, qui a eu quand même pour une première du succès. Et puis nous avons également pris l'option, puisque nous avons conscience que seuls 8% en fait, des jeunes scolarisés accèdent à l'enseignement supérieur. Et puis, comme vous le disiez également tout à l'heure, il est difficile dans les sièges sociaux de recruter en fait, parfois des travailleurs en situation de handicap. Nous avons fait le partenariat avec Handicen, donc c'est un concours vidéo, donc voilà, qui est en cours. Et nous avons vraiment fait ce choix pour sensibiliser l'ensemble des écoles et des jeunes étudiants à ce sujet. Comment vous faites pour convaincre, puisque vous le dites très bien, c'est un groupement avec plein de chefs d'entreprise, hein, du coup, sous une même bannière, mais ils sont quand même indépendants. Comment on fait redescendre en fine gouttelette, j'allais dire, cette politique du handicap? Vous dites très joliment d'ailleurs, ça ne devrait pas être un sujet, hein, dans le fond. Non, vraiment, c'est notre volonté, c'est un non-sujet. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais depuis 30 ans, nous avons une association, l'association des Mousquetaires pour l'inclusion du handicap, qui, en fait, voilà, chaque adhérent contribue tous les ans à cette association-là. Et c'est dans ce cadre-là, notamment, que l'on va signer la convention AGEFIP. Et c'est essentiellement par l'exemplarité, c'est parce que voilà, un tel va pouvoir mettre telle action, etc. Et que l'on va essayer en chaîne de montrer l'exemple et de donner des bonnes pratiques et de leur donner également des outils. Et comme vous le disiez également, tout objectif se mesure. Et le baromètre, nous l'espérons fortement, va nous y aider pour nos 3000 chefs d'entreprise. Dernière petite question, parce qu'il va déjà falloir que l'on mette un terme à cette table ronde. L'entrepreneuse que vous êtes, vous, avec vos bricomarchés à Nogent-le-Rotrou, à Mortagne au Perche, qu'est-ce que vous constatez quand une personne en situation de handicap rejoint vos équipes? Alors je vais vous citer, parce que bon, c'était pas prévu, mais je vais vous citer l'exemple. J'ai, il y a 10 ans, eu un collaborateur, enfin à l'époque un stagiaire d'une IME, voilà, qui est venu régulièrement en stage et qui a pris goût en fait au jardin, aux plantes, etc. Il est revenu, et puis il est toujours là. Il vit maintenant de manière très autonome, il a passé son permis de conduire, etc. Et c'est plus un sujet. Et l'ensemble de l'équipe a été vraiment très fier de pouvoir l'accompagner, de pouvoir l'amener en fait à cette situation d'autonomie. Et on en est tous très fiers en fait.
Alors, il y a la fierté, hein, Voilà. vous me l'avez tous dit en préparant cette table ronde, la fierté des équipes, la fierté d'ailleurs peut-être des personnes en situation de handicap elles-mêmes. Merci pour ce témoignage, on pourrait le prolonger encore des heures. Sophie Cluzel, vous pouvez nous préciser les autres leviers qui vont être mis en place, qui sont mis en place pour diversifier le sourcing, comme on dit en bon français? Bien là, il faut challenger d'abord tous vos canaux traditionnels. Quand vous servez par exemple de Pôle emploi, il faut les challenger pour vous demander de pousser vraiment des CV de compétences en situation de handicap. Mais dans tous les, on parlait des cadres, hein, de la difficulté de pouvoir parler de handicap quand on est cadre, et bien challenger aussi aux chasseurs de tête traditionnels pour qu'ils vous apportent des compétences en situation de handicap. C'est comme ça qu'on changera la donne. C'est former vos recruteurs à pouvoir poser les bonnes questions pour libérer la parole. Parce qu'en face de vous, vous avez peut-être une personne qui cache son handicap. C'est bien l'enjeu du baromètre, hein, parce que là, on pourra voir qu'il y a déjà une politique RH inclusive. Libérer cette parole, de dire oui, voilà, oui, en effet, j'ai une situation de handicap. Je connais très bien mes besoins. Je vais vous expliquer comment je peux être en situation optimale de performance avec telle et telle adaptation ou quoi au caisse. Donc, libérer la parole, engager vraiment le changement de regard du recruteur qui est en interne chez vous pour aller chercher ce petit questionnement de plus qui va peut-être libérer cette parole. Surtout sur les jeunes. Moi, j'ai été frappée. Il y a eu une grande enquête Ipsos par la GFIP. Les jeunes n'osent pas dire leur handicap et pourtant, pour plus de 60% d'entre eux, une fois qu'ils sont en situation professionnelle, ils auraient besoin d'adaptation. Donc, il faut encore qu'on incite ces jeunes. Ce n'est pas de la discrimination positive, c'est du sourcing inclusif. C'est afficher haut et fort que dans vos offres d'emploi, eh bien voilà, vous serez extrêmement sensibilisés à ça. Alors oui, on a encore des petits problèmes juridiques, on ne peut pas afficher officiellement un poste ouvert, mais c'est poste ouvert à tous. Et donc c'est l'enjeu de pouvoir afficher sa politique RH inclusive. Donc voilà, sourcing, encore une fois, accompagnement, formation en interne, libération de la parole parce qu'on explique tout simplement que, eh bien, une fois que vous nous l'aurez dit, il faut faire la preuve qu'on accompagne la situation de handicap. Ça, c'est notre enjeu. Ne pas rater justement le coche sur la façon dont vous allez mettre votre collaborateur, votre collaboratrice en situation optimale. C'est ce que disait Olivier. Le fait que voilà, on a pu lui mettre un poste avec un bureau plus fermé parce qu'en open space, ça ne marchait pas. Ça, c'est une vraie action. Parce que si vous la laissez en open space une fois qu'elle vous l'a dit, c'est l'échec. Donc c'est de la confiance qui se met en place, mais une confiance qui se voit et qui se mesure également. Le mot de la fin, Elisabeth Borne, puisque vous allez devoir nous quitter, sur cette question du recrutement. Et puis, comme on va avoir ce baromètre qui sera présenté dans quelques instants, vous le connaissez, vous, bien entendu, peut-être un petit mot aussi là-dessus. Peut-être compléter en rappelant pour mieux répondre aux besoins à la fois des personnes en situation de handicap et des employeurs, on est en train de rapprocher les réseaux Pôle emploi et Cap emploi. C'est donc les 850 agences de Pôle emploi et les 100 de Cap emploi qui vont proposer un lieu unique à disposition à la fois des demandeurs d'emploi et des employeurs qui cherchent à recruter. Ça va permettre aux conseillers de Pôle emploi de monter en compétences grâce à l'expertise de Cap emploi et puis d'avoir une offre vraiment intégrée. Donc je pense que c'est quelque chose dont on attend beaucoup. C'est déjà largement déployé dans 75% des agences et on voit qu'il y a un vrai progrès sur la satisfaction des utilisateurs, si je peux dire, et ça sera totalement déployé pour le mois de mai. Et peut-être aussi revenir sur la difficulté, sur le fait de trouver des personnes qui ont les bonnes compétences, redire quand même que l'apprentissage, c'est sans limite d'âge pour les personnes en situation de handicap. Jusqu'au 30 juin, il y a des aides exceptionnelles qui sont, je pense, très incitatif, donc il ne faut pas hésiter à s'en saisir avant le 30 juin. Et on sait tout l'effort que vous avez eu sur l'apprentissage. Un tout petit mot encore, pardonnez-moi Madame la Ministre, sur ce baromètre que l'on va découvrir dans un instant. Écoutez, je pense que c'est important déjà, comme Sophie l'a dit, que les entreprises qui ont une politique inclusive aient l'occasion de l'exprimer au travers de ce baromètre. Je crois que c'est aussi important pour que les candidats n'hésitent pas à déclarer leur situation de handicap. Je partage ce que vous avez dit, on en a tous un, donc autant le dire finalement. Merci. Merci infiniment à tous les six, je crois qu'on peut vous applaudir.
pour ces témoignages, vous libérer et passer à la présentation de ce baromètre. C'est Thibaut Guilly et Christian Sanchez ainsi que Caroline Dekerle, qui est la conseillère emploi de Sophie Cluzel, qui vont monter sur scène pour présenter brillamment ce baromètre que tout le monde brûle, je crois, de découvrir. Asseyez-vous où vous le souhaitez. Vous avez vu, ça s'est fait d'une façon un petit peu artisanale. Caroline sera bien entendu au centre. Elle a un micro dit Madonna, donc elle peut se mouvoir comme elle le souhaite. Je ne fais pas Madonna. Non, c'est le surnom du micro. C'est peut-être un rêve qu'elle réalise. Je vous en prie, je vous laisse présenter ce baromètre. Thibaut, oui. Oui, ben, bonsoir à tous. Peut-être avant la présentation madonesque du baromètre par Christian Sanchez et puis Caroline Dekerle, peut-être rappeler d'abord qu'on a lancé, dans le cadre du plan de relance avec le gouvernement, on avait lancé le plan Un jeune, une solution, qui était qui est la mobilisation aussi pour les jeunes à un moment où on sortait d'une période de premier confinement et qu'on sait toujours que les crises, ça touche toujours, et ça a été rappelé par les ministres, toujours les personnes les plus précaires, les plus vulnérables, et puis les jeunes. Et donc le plan de relance, c'est pour ça qu'il s'est vraiment focalisé sur les jeunes, un jeune, une solution, et puis sur l'action qui a été rappelée par Sophie Cluzel sur les personnes en situation de handicap. Mais pour pouvoir mettre en place ces plans, il faut effectivement des aides, il faut des mesures, mais je pense que ce qui a caractérisé ces plans, c'est le fait qu'on a mobilisé dès le départ les employeurs, les entreprises. Et que ce qui était rappelé, qu'il faut travailler sur l'employabilité des personnes, mais il faut aussi travailler sur la capacité des entreprises à être plus ouvertes, plus inclusives, plus compétentes finalement sur cette faculté d'accueillir la diversité, la singularité dans l'entreprise. Ce qu'on a fait sur Un jeune, une solution, du coup, c'était de répondre aux besoins des entreprises, de dire ok, on est prêt à s'engager, mais comment? Et donc, c'est développer des outils. C'était l'idée de la plateforme Un jeune, une solution, qui a été très utile et qui a permis de promouvoir et d'accompagner les entreprises sur le recrutement des jeunes, et puis aussi notamment des jeunes en situation de handicap. Des outils, la mobilisation des entreprises, et c'est ça qui a fait finalement le succès de cette démarche, puisqu'elle est collective entre les pouvoirs publics et puis l'entreprise. Ce mouvement a permis, ça a été rappelé, alors pas à 20 000, mais à 30 000 entreprises en fait, et pas loin de 60 filières professionnelles, de s'engager concrètement, de prendre leur part. C'était dit d'ailleurs, Olivier Schiller est bien placé pour le savoir, justement les efforts et le travail qu'on a fait sur l'apprentissage pour pouvoir accompagner les entreprises de travail intermédiaire à progresser sur la voie de l'apprentissage. Elles ont fait des bonds en avant ces derniers mois. C'est justement dans cette collaboration, et c'est l'esprit des entreprises s'engagent qui avait été initié par le président de la République. Alors, ce réseau des entreprises s'engagent, c'est finalement l'occasion de concrètement, ensemble, essayer de progresser sur la voie de cette inclusion. Alors on s'est fait un petit peu la main, je dirais, sur ces politiques jeunesse, mais on travaille évidemment main dans la main avec l'équipe du secrétariat d'État aux personnes en situation de handicap depuis très longtemps. Et est très stimulant en plus de ça, il faut quand même le dire. Et du coup, cette méthode sur les jeunes, on s'est dit comment on peut l'ouvrir à l'inclusion de manière beaucoup plus large. Évidemment, des personnes qui vivent dans les quartiers prioritaires, des personnes réfugiées, c'est tout particulièrement d'actualité en ce moment, et évidemment et prioritairement des personnes en situation de handicap.
C'est pour cela qu'en octobre, avec la ministre Elisabeth Borne, on a lancé ce site Les entreprises s'engagent pour commencer à voir comment mieux accompagner les entreprises sur ces différentes voies, évidemment main dans la main avec les associations, la GFIP, le FIP, de commencer à dire comment on peut accompagner, sensibiliser, accompagner et outiller les entreprises là-dessus. Ce site est désormais, ce portail est désormais lancé et on a commencé à mettre en valeur finalement beaucoup de choses qui existent, mais où on l'a bien vu par les témoignages des chefs d'entreprise, et puis tout le monde n'est pas doté effectivement d'équipe RH, comment faciliter ensuite l'engagement de ces entreprises en mettant en visibilité tous les outils qui sont mis à disposition par la GFIP, par le service public de l'emploi, par les acteurs du handicap là-dessus. Donc cet accompagnement, on peut y retrouver par exemple un outil de diagnostic, d'autodiagnostic pour les entreprises, énormément aussi d'outils de sensibilisation, on l'a bien vu là, pour les collaborateurs, et donc pour accompagner vraiment les chefs d'entreprise à sensibiliser leurs collaborateurs. On a travaillé main dans la main avec les équipes sur la question des achats inclusifs, et donc vous avez maintenant une marketplace qui permet aux entreprises de s'engager aussi sur leur politique de partenariat, de sous-traitance, de co-traitance avec l'ensemble des acteurs du monde du handicap, entreprises adaptées, ESAT. Et puis il y a effectivement cet outil, ce baromètre qui était une volonté chère au cœur, il faut bien le dire, de la secrétaire d'État aux personnes en situation de handicap, pour justement avoir cet outil pédagogique qui va être présenté dans quelques instants, avoir cette logique aussi de progrès. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui fait notre ADN au niveau des entreprises s'engagent, c'est de se dire ce qui importe, c'est évidemment d'avoir une cible extrêmement ambitieuse, mais de savoir de où on part, et en tout cas de profiter de chaque jour qui passe, de chaque semaine qui passe, de chaque année qui passe, pour pouvoir refaire ces progrès-là. Et je pense qu'avec cet outil qu'on a co-construit ensemble, et ça c'est la deuxième marque de fabrication, je pense, de tout ce qu'on fait, c'est que ce n'est pas des choses qui tombent du ciel et qui sont inventées dans l'intimité des bureaux ministériels, mais c'est toujours en échangeant avec les entreprises, les petites, les grandes, dans tous les secteurs, dans tous les territoires, et en étant pas susceptible aussi, c'est-à-dire toujours très concret, très pragmatique, et à l'écoute de ce que vous nous dites, puisque finalement l'objectif du gouvernement, notre objectif, c'est de faciliter, de donner envie de s'engager, et de faciliter l'engagement pour pouvoir multiplier ces bons résultats, jusqu'à ce qu'on soit vraiment une société pleinement inclusive, et qu'on soit tous, en tout cas peut-être tous avec un handicap, comme l'a dit M. Daines, mais en tout cas collectivement moins handicapés vis-à-vis de cette question de l'inclusion dans l'emploi. Donc voilà cette... aujourd'hui, on est assez fiers du coup de présenter ce baromètre qui est l'objet de cette co-construction avec le manifeste de l'inclusion, le réseau du manifeste de l'inclusion, le réseau des entreprises engagées auprès de la GFIP, du FIP, et d'une certaine manière finalement qu'il y ait plein de réseaux, plein d'acteurs qui se mobilisent sur cette question, c'est formidable. Et ce qui est très important ensuite, c'est de travailler ensemble pour qu'on facilite la vie de l'entreprise en ayant à la fin un chemin pour pouvoir réussir. Merci beaucoup pour ce propos liminaire plein de passion. On croirait entendre Sophie Cluzel s'exprimer. Sophie Cluzel au masculin. C'est ma mentor dans le domaine, donc c'est un sacré compliment. Bon, Christian Sanchez, avant que Caroline Madonna de Kerl ne présente l'outil lui-même. Thibaut vient de le dire, une des particularités de l'outil, c'est qu'il a été co-construit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, il y a eu une volonté des dirigeants du Manifeste Inclusion qui a été créée à l'initiative de Sophie Cluzel. Ce sont des dirigeants d'entreprises qui ont décidé de s'emparer du sujet handicap. Il y a eu la volonté de se doter d'outils de pilotage concrets au même titre que les outils de gestion, de commercialisation, de relations avec sa clientèle. On a dit que ce n'est pas possible qu'un dirigeant d'entreprise, il ait en tout et pour tout comme indicateur un taux d'emploi dont on sait qu'il est
d'une part réducteur, on l'a dit, et d'autre part, il reflète souvent le passé. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de l'hôpital, où quand une entreprise vieillit, automatiquement, elle devient moins accueillante. Donc il fallait effectivement des indicateurs de pilotage concrets et surtout qui expriment le progrès, la politique, ce qu'on prévoyait pour le futur. Donc on a commencé à travailler sur ces indicateurs, et puis ça a rencontré la volonté donc, de Sophie Cluzel, qui était d'avoir un outil aussi de progression, d'affichage, d'exemplarité. Et donc tout ça a convergé, s'est rapproché. On a travaillé avec la GFIP, on a travaillé avec le FIP pour aboutir à cet outil. Alors, il faut être clair. Qu'est-ce que c'est pas? Ce n'est pas un outil de contrôle. C'est pas un outil de contrôle. Ça n'a pas été fait pour ça, parce que les entreprises qui sont dans le baromètre, elles sont volontaires. C'est leur décision. Et c'est aussi de l'auto-évaluation, parce que c'est beaucoup plus qualitatif. Ce n'est pas non plus un outil de scoring. On n'est pas là dans une compétition. On n'est pas là pour faire mieux que les autres. On est là pour faire le mieux possible tous ensemble. Et éventuellement, se regarder les uns les autres et progresser ensemble. Ce n'est pas non plus un outil de label. Ce n'est pas un label. Les labels, on sait comment ça fonctionne, ça a des qualités. C'est parfois un petit peu technocratique. Et puis souvent, le label encourage à s'intéresser plus à l'indicateur qu'au fond de la politique. Hein, on sait faire du label et c'est plus difficile de faire de la politique. Donc on voulait échapper à ces trois risques. C'est avant tout un outil de promotion. De l'outil de promotion, de progrès. L'idée, c'est de mettre en valeur les entreprises qui s'engagent vers l'inclusion, qu'elles puissent le montrer, et puis tant mieux si ça leur attire des clients, et puis tant mieux si ça leur attire de nouveaux collaborateurs, tant mieux si c'est bon pour leur image. Après tout, elles le méritent bien, et puis aujourd'hui, on juge une entreprise aussi à sa capacité à s'engager de manière citoyenne. C'est aussi une manière de mettre en avant tout ce qui est qualitatif. Alors les exemples sont énormes. C'est absolument pas réducteur à un taux d'emploi. On sait que c'est des achats inclusifs, on sait que c'est l'accueil des stagiaires, on sait que c'est l'apprentissage, on sait que c'est l'accessibilité numérique. Enfin, il y a 1000 outils, et ces 1000 outils, il faut pouvoir les exposer aussi bien en interne qu'en externe. C'est aussi, on l'a peut-être moins dit, c'est aussi un outil tourné vers l'interne de l'entreprise. Les collaborateurs, parfois, ils ne comprennent pas très bien cette multiplicité d'actions, d'outils. Ils ont besoin de sentir quelle est la politique de l'entreprise. Surtout dans les grands groupes, on voit arriver des stagiaires handicapés, tiens, comment ça se fait? Ben non, ça s'intègre dans une politique qui a été construite, qui va du recrutement à la formation, au maintien dans l'emploi. Et puis, c'est important, c'est aussi un outil de rétention. Parce qu'on le sait de plus en plus, les collaborateurs d'une entreprise, ils sont désireux d'avoir de la fierté de leur entreprise. Il y a des entreprises où on est plus fier d'appartenir que d'autres. Et parmi ces motifs de fierté, il y a la capacité qu'a mon entreprise à accueillir la différence, et puis à gommer toutes les aspérités et embarquer tout le monde. Ça, c'est important. Et puis enfin, il y a un troisième objectif qui est très pragmatique, qui est le recrutement. Attirer les talents. Et attirer, bien sûr, dans la période actuelle où l'emploi redémarre, attirer les travailleurs handicapés, c'est sûr, qui d'une part ont des compétences à faire valoir et d'autre part doivent pouvoir se sentir accueillis dans l'entreprise qu'ils rejoignent, et puis aussi accueillir tous les autres collaborateurs, parce qu'un jeune aujourd'hui, vous le savez probablement autour de vous, il a envie d'intégrer une entreprise qui est bien, qui est généreuse, qui est ouverte, qui accueille. Et je crois que par ce genre de comportement, on attire encore plus de compétences. Donc vous voyez, on a une ambition. On a une vraie ambition. Alors c'est un outil qu'on a bâti ensemble. Il faut se l'approprier. Il est à disposition de l'ensemble des entreprises. On le fera évoluer. Et puis ça va être un très beau challenge à relever tous ensemble. Et vous avez tous les deux l'art du suspense, parce que maintenant, on a vraiment envie de le découvrir grâce à Caroline Dekerle. Ces grands principes généraux étant parfaitement posés, et on comprend tout le bénéfice que peuvent y trouver les entreprises. Caroline, on le découvre maintenant? On le découvre juste peut-être
une petite chose par rapport à ce que tu disais, Christian, mais voilà, je suis toujours comme ça. Non, mais c'est aussi un outil qui est formidable pour les personnes et pour tous les acteurs, il y en a dans la salle, qui accompagnent ces personnes vers l'emploi. Aujourd'hui, et ça a été dit tout à l'heure, il y a énormément de personnes qui n'osent pas faire part de leur situation de handicap et on peut le comprendre. Là, demain, je cherche un emploi, je suis en situation de handicap, en priorité, je me connecte, je regarde finalement dans mon territoire quels sont les employeurs qui finalement ont cette ouverture au handicap parce que, comme le rappelait Christian, c'est sur la base du volontariat. Ça veut dire que l'employeur qui a fait cet effort, entre guillemets, qui a eu cette volonté de se saisir de cet outil, ça veut dire que par essence, il est ouvert et qu'il a compris que le handicap, c'était pas quelque chose de insurmontable. Donc c'est hyper important pour les personnes, elles vont pouvoir finalement cibler leur prospection. Et puis pour les acteurs qui accompagnent ces personnes, donc on a des Cap Emploi, le service public de l'emploi, Pôle emploi dans la salle, des ESAT, des entreprises adaptées, c'est aussi un moyen pour elles finalement aussi d'aller chercher ces employeurs et de leur dire tiens, je vois que vous portez une politique handicap structurée, que vous avez envie, nous on a des talents à vous proposer. Donc c'est finalement un outil qui va améliorer la rencontre et qui va créer un nouveau dialogue entre les personnes et les employeurs. Donc je pense que ça c'est vraiment important qu'on le signale. Alors effectivement, on va pas laisser plus de temps. Alors je vais me mettre debout, comme ça ce sera plus simple. Les femmes, généralement, elles occupent l'espace, n'est-ce pas? Merci. Alors j'espère qu'on va pouvoir, qu'au fond de la salle, autrement ça sera un bon exercice de vue. Alors bien sûr le site, vous le connaissez tous maintenant. Hein, alors notamment pour le moment c'est www.lesentreprises s'engagent, mais très rapidement vous retrouverez aussi le baromètre sur le site du FIP, sur le site de l'AGFIP et sur le site du secrétariat d'État et bien sûr le site du manifeste. Alors quand vous allez aller sur le site, donc là on arrive directement sur le baromètre emploi et handicap. Vous voyez qu'on a deux onglets. Un onglet « Je publie les données » et un onglet, bien sûr, « J'accède aux données ». Ce qui est extrêmement important, et bien évidemment Thibault l'a souligné, c'est qu'on a travaillé cet outil avec des employeurs, avec des personnes, et on a tenu compte bien sûr de leurs observations. Et beaucoup d'employeurs, notamment, nous disaient « mais attention, ok, ça marche sur le volontariat, mais moi je veux pas non plus que ça me retombe dessus et que si je suis pas très bon, par exemple, je sais pas, sur l'apprentissage, que ça soit un moyen finalement pour me faire un petit peu tacler parce que j'aurais mis finalement à la vue de tout le monde que peut-être sur l'apprentissage je suis pas encore complètement mature. » Donc on s'est dit on va faire une notice et je pense que on l'écrira peut-être, on la fera peut-être clignoter ou quoi, parce que c'est hyper important que l'employeur qui publie, mais aussi la personne qui accède aux données puisse lire avant cette notice pour comprendre vraiment le sens de cet outil. On est vraiment dans un outil pédagogique, on n'est pas dans un outil de sanction. Et ça, c'est extrêmement important. Je sais qu'il y a des journalistes dans la salle, c'est extrêmement important qu'ils entendent ça. Les employeurs qui sont sur cet outil, ce sont finalement ceux qui sont les plus bienveillants, puisque ce sont ceux qui acceptent d'aller dans cette démarche. Donc, ce n'est pas ceux qu'on va dire « Ah ben non, mais là-dessus, il n'est pas très bon celui-là ». Non, ce n'est pas du tout ça. Donc, attention, on compte sur vous, les journalistes. Donc, je publie mes données, je consulte avant la notice. Alors, la notice est un peu différente entre les employeurs et entre ceux qui accèdent et ceux qui publient. Pour ceux qui publient, on réexplique le sens de ce qu'est le baromètre, bien évidemment. On précise aussi un certain nombre d'indicateurs. Du coup, on leur dit, je pense aussi que c'est très important, qu'il y a bien sûr un requêteur, puisque quand on va accéder aux données, on va pouvoir du coup faire des requêtes. Par exemple, je sors tous les employeurs du secteur agroalimentaire qui ont plus de 50 personnes. Attention, et on l'a bien écrit, comparaison n'est pas raison. Alors, depuis tout à l'heure, et je reprends Emmanuel, bien sûr, qui demande le taux d'emploi à tout le monde, bien sûr. Il faut parler de ce taux d'emploi, c'est notre indicateur. Mais attention aux comparaisons. Un taux d'emploi, on l'a vu finalement, il faut comparer ce qui est comparable. Donc il faut comparer les taux d'emploi sur des secteurs d'activité identiques et sur des tailles d'entreprises identiques. On l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de l'hôpital, où finalement il y a des salariés, des agents qui basculent en situation de handicap, donc un taux qui peut être un peu plus supérieur qu'une entreprise de service par exemple, qui va peut-être moins avoir de pénibilité au travail. Donc il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Et ça c'est
extrêmement important et c'est rappelé dans les notices. Donc ensuite, et on va du coup avancer pour pouvoir vous faire découvrir, une fois qu'on a bien mis en place donc toutes ces précautions d'usage, ce baromètre. Alors, chose habituelle, hein, le nom de la structure, la taille de la structure, le code postal de la structure, tout ça c'est pour permettre justement après de pouvoir faire des requêtes. On va ensuite donc arriver à 6 axes, on va dire 5 axes plus le taux d'emploi. Donc vous voyez que le taux d'emploi, malgré tout, on le fait figurer, bien évidemment, puisque c'est notre indicateur aujourd'hui en France. Voilà la notice, voilà, hop, j'avance. Si, voilà. Et puis on arrive donc au premier axe qui est tout ce qui a trait à la sensibilisation au handicap et à la conduite d'une politique handicap. Donc vous voyez qu'on reprend finalement des choses qui ont été dites tout à l'heure par les dirigeants. Alors peut-être chose très importante à préciser, c'est qu'on n'est pas sur un outil d'autodiagnostic. Cet outil il existe déjà. Là en fait c'est quelques critères que l'on a identifiés pour que ça soit le plus simple possible. Donc on aurait pu, sur la sensibilisation, demander aussi est-ce que vous avez formé vos partenaires sociaux. Les partenaires sociaux aujourd'hui ont un rôle essentiel au sein des employeurs. Mais voilà, on a arbitré sur un certain nombre de critères, donc ce n'est pas exhaustif. Sur la sensibilisation, on a choisi de parler de DUOD. Combien de duos vous avez formés dans le cadre de DUOD en 2021? Alors chaque année, il faudra bien sûr actualiser vos données. Et puis une question sur la sensibilisation directe aux entreprises, de vos collaborateurs. Combien finalement, quel est le pourcentage de collaborateurs qui ont bénéficié d'une action de sensibilisation directe? Faire une newsletter, ce n'est pas de la sensibilisation directe. Donc il faut pouvoir identifier les collaborateurs. Avez-vous un référent handicap? On l'a vu tout à l'heure. L'idée, c'est de sortir du one-shot, de vraiment construire un plan handicap. On le construit, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il est porté par le dirigeant de l'entreprise, mais il faut aussi qu'il soit mis en exécution. Et ça, il faut quelqu'un pour le faire au sein de l'entreprise. Et donc, il faut un référent handicap. On est obligé d'avoir quelqu'un en interne pour porter et développer cette politique handicap. Donc, est-ce que vous avez un référent handicap? Et puis enfin, bien sûr, donc cette histoire de plan d'action qui n'est pas qu'une histoire, qui est quand même la base si on veut vraiment avancer et progresser, ça a été dit tout à l'heure. Alors, c'est très ouvert, est-ce que vous avez une approche structurée sur le champ du handicap? Après, ça peut faire l'objet d'une contractualisation avec le FIP, on l'a vu tout à l'heure avec l'hôpital, d'une contractualisation avec la GFIP, mais s'il n'y a pas de contractualisation, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir posé ce plan d'action formalisé et de l'avoir partagé au sein de votre collectif de travail. Nous avons ensuite un deuxième axe qui est les recrutements. Donc là, on va vous demander quel est le pourcentage de salariés en situation de handicap qui ont été recrutés, que ce soit en CDI ou en CDD, sur l'année qu'il vient de s'écouler, qu'ils soient cadres ou non cadres. Une deuxième question extrêmement importante en ce moment, combien vous avez de collaborateurs que vous avez recrutés et qui venaient d'une entreprise adaptée ou d'un ESAT. On a des entreprises adaptées dans la salle et des ESAT dans la salle. Vous le savez, le gouvernement porte un certain nombre de mesures pour essayer de fluidifier ces trajectoires et faire en sorte qu'un certain nombre de personnes, dont c'est le projet, qui sont aujourd'hui en entreprise adaptée, puissent basculer en milieu ordinaire classique. Je le rappelle, une entreprise adaptée est déjà le milieu ordinaire, mais une milieu ordinaire classique. Et puis qu'un certain nombre de travailleurs d'ESAT puissent aussi basculer en milieu ordinaire classique. Vous avez les CDD tremplins pour les entreprises adaptées qui permettent justement, comme son nom l'indique, que l'entreprise adaptée recrute une personne en CDD pour justement l'amener à faire un tremplin après vers l'entreprise ordinaire. Donc, servez-vous de ces CDD tremplins, allez voir vos entreprises adaptées pour leur demander de former des personnes en CDD tremplin que vous allez pouvoir recruter ensuite. Et sur les ESAT, vous avez tout un plan qui est en train d'être mis en œuvre, qui va être annoncé la semaine prochaine, sur lequel notamment beaucoup de mesures de transformation, notamment la possibilité pour un travailleur d'ESAT de cumuler un temps partiel en milieu ordinaire et un temps partiel dans son ESAT. Donc vous allez pouvoir répondre à ces questions. Bah oui, j'ai recruté quelqu'un qui vient d'une entreprise adaptée, qui vient d'un ESAT, parce que justement, j'ai mobilisé ces nouvelles mesures, ces nouveaux dispositifs que l'on est en train de mettre en œuvre. Pareil, sur cette fois-ci, une autre cible en termes de recrutement, l'alternance. Alternance, pas que apprentissage, mais aussi
contrat de professionnalisation, c'est important. Donc, quel est votre pourcentage d'alternants? Et puis, une dernière question sur les stagiaires. C'est extrêmement important. Vos stagiaires, c'est souvent finalement un moyen pour vous de vous constituer un vivier de compétences. Alors, derrière, combien de stagiaires? Mais c'est expliqué dans la notice, c'est quel que soit le type de stage que vous faites. Ça peut être un stage au sein, avec quelqu'un qui est en études, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle, avec un acronyme extrêmement barbare, la PMSMP. Bon, en gros, l'immersion, où là, vous avez quelqu'un qui n'est pas en études, qui est peut-être demandeur d'emploi, mais qui vient faire finalement un stage, parce que concrètement c'est ça, une immersion chez vous. Et là, dans ces cas-là, il est couvert dans le cadre de cette fameuse PMSMP. Allez voir le Cap Emploi, le Pôle Emploi, et vous expliqueront comment ça fonctionne. Mais c'est très simple. Donc combien de stagiaires? Très important. Un troisième axe, le maintien dans l'emploi, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est un enjeu bien sûr extrêmement fort et qui va aller en augmentant dans les années à venir. Donc combien de solutions de maintien en emploi ont été mises en œuvre sur l'année N-1? Solution de maintien en emploi, Elisabeth Borne l'a rappelé tout à l'heure, c'est l'aménagement technique, l'adaptation horaire, mais pas que. C'est aussi l'emploi accompagné que la ministre Sophie Cluzel a vraiment porté ces dernières années. Et puis le reclassement, la reconversion, on parlait tout à l'heure de formation-reconversion, tout ça participe du maintien en emploi. Donc tout ça doit être comptabilisé dans cette question numéro 10. Ensuite, vous avez les achats inclusifs. Je me crois à l'Eurovision. Alors, c'est le casque, c'est l'effet Madonna casque. Alors, il y a plein de gens qui sont en train de se mettre à la place de celui qui réussit l'exploit de retranscrire en direct ce que vous êtes en train de dire, Caroline. J'espère qu'il retranscrit pas les blagues. Alors que vous parlez avec beaucoup de vigueur et de rapidité, donc on félicitera celui qui est en train de taper frénétiquement sur son clavier parce qu'il est d'une très grande qualité aussi. Et en plus, on m'a dit ne bouge pas et je m'aperçois que je bouge comme ça, donc la caméra doit aussi avoir des problèmes, mais c'est pas grave. Alors, les achats inclusifs, c'est pas Thibaut qui va non plus dire le contraire, un sujet très important aussi, donc on vous demande quel est le montant des achats de biens et services que vous avez effectués auprès des entreprises adaptées, une fois de plus, les ESAT, mais aussi, on les oublie parfois, les travailleurs handicapés indépendants et les salariés qui sont en portage salarial, puisque ce sont aussi deux possibilités qui sont offertes aux personnes en situation de handicap, bien évidemment, comme tout le monde. Et on ne pouvait pas passer sur la question de l'accessibilité numérique, qui est quand même là aussi extrêmement un sujet très très fort. Beaucoup de jeunes nous en parlent et ils sont très sensibles à ce sujet. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même pas toujours simple, c'est qu'il y a un référentiel qui existe, qui est le fameux RG2A. Toutes les entreprises, au regard de leur taille, n'ont pas forcément la capacité d'engager des démarches sur la RG2A. En tous les cas, elles ne vont pas jusqu'au bout. Parfois, mais non, c'est parfois pas tout simple quand on est une petite PME. Donc en fait, bien évidemment, on vous demande si votre site internet, vos outils numériques sont accessibles au regard du référentiel RG2A, mais on a rajouté une question, si ça ne l'est pas encore, ou si vous ne savez pas ce que c'est, bon déjà renseignez-vous, parce que c'est quand même important, mais au-delà de ça, on vous demande si vous avez commencé à déployer des premières actions, comme nommer un référent accessibilité, comme commencer à adapter votre site internet, qui sont aussi un démarrage d'actions importantes. À la fin, donc quand on va de l'autre côté sur la partie... c'est tout petit ça, mais c'est pas grave. Vous pourrez, je vois qu'il y en a qui sont avec leur téléphone, donc ils peuvent se connecter. Quand on va sur j'accède aux données, vous aurez donc des fiches, mais vous aurez le moyen, et puis on va développer au fur et à mesure cet outil, des moyens de requêter pour pas avoir tout d'un coup toutes les fiches individuelles. Donc là, on vous a mis quelques fiches individuelles puisque on a un certain nombre d'employeurs qui ont eu la gentillesse, alors que le site est vraiment opérationnel que depuis hier, de d'ores et déjà commencer à intégrer leurs données. Donc vous voyez Village Nature, qui est une PME des entreprises s'engagent, je crois, Hermès, Accor bien sûr, Engie, les Mousquetaires. J'ai vu tout à l'heure un hôtel qui est un hôtel qui a moins de 20 personnes, qui a fait justement, qui est rentré dans cette dynamique. Donc vous voyez que finalement, quel que soit le secteur d'activité, j'ai vu aussi la ville de Nice qui avait inscrit ces données, donc quel que soit votre secteur d'activité, tout le monde peut le faire et a priori, franchement, ça n'a pas l'air d'être très compliqué. Alors, on a réussi notre pari parce que l'idée, c'est que ça soit simple, apparemment, ça l'est.
sachez une dernière chose, c'est que cet outil, bien sûr, il va s'adapter, il va aussi évoluer en fonction des remarques que vous allez nous faire. Donc n'hésitez pas, il y a une petite case commentaire et surtout, n'hésitez pas dans cette petite case commentaire à donner une adresse mail générique pour que les personnes qui sont à la recherche d'un emploi puissent aussi contacter la bonne personne au sein de votre entreprise pour pouvoir adresser éventuellement sa candidature. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire. Je crois que j'ai dû faire le tour. Hein. Je n'ai pas fait de chorégraphie. Mais... Avec beaucoup de talent. Merci infiniment, Caroline. Merci à tous les trois. Asseyez-vous. Sophie Cluzel, ayez la gentillesse de nous rejoindre pour clore ces débats. Et puis j'aimerais d'ailleurs que la présidente du FIP et le président de l'AGFIP montent également, puisque vous êtes unis pour cette cause, président Roth et la présidente Descamps Cronier. Merci d'entourer, de flanquer la ministre pour ce petit mot de conclusion après ces débats qui ont été extrêmement riches. On voit à quel point il est simple, on voit à quel point il est efficace. Il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser, ce baromètre, Sophie Cluzel. À qui le dites-vous? C'est aux chefs d'entreprise et aux employeurs publics également, hein, je tiens à le dire, aux associations qui sont aussi employeurs. Donc, il est pour tout le monde. Vous l'avez bien compris, je pense qu'il est assez simple, il va évoluer. On l'a co-construit un peu rapidement, mais parce qu'on avait un vrai challenge, hein, de pouvoir le sortir le plus vite possible. Il y aura un comité qui va travailler pour l'améliorer, où tout le monde participera. Je pense notamment aux organisations syndicales, parce qu'elles portent dans le dialogue social aussi l'engagement, hein, sur l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. D'abord, peut-être remercier tout le monde, remercier Accor, hein, de nous avoir permis de déployer ce baromètre, remercier tous les réseaux des entreprises qui s'engagent, parce qu'on a parlé du manifeste, des ETI, mais on a aussi les entreprises s'engagent, bien sûr, l'ensemble des ETI. Remercier la GFIP et le FIP, parce que ce sont des partenaires extrêmement actifs qui vont porter aussi ce baromètre et pour pouvoir le diffuser, hein, massivement. Je pense que nul n'est inemployable quand il est bien accompagné. Une fois qu'on a ça vraiment comme conviction, eh bien, donnons-nous les moyens de faire cette rencontre, de pousser la porte de l'entreprise, d'expliquer comment ça fonctionne. C'est pour moi un outil extrêmement important pour libérer la parole, pour, encore une fois, je le redis, hein, pour donner cette confiance indispensable aux personnes handicapées, lever l'autocensure aussi, d'aller vers des métiers, vers des entreprises ou des employeurs sur lesquels on pensait pouvoir avoir des doutes, où on serait bien accueilli. Eh bien là, oui, on va pouvoir le savoir. Donc ça va complètement transformer la façon de se présenter, ce qui sera très important. Donc ça va vous faire aussi, vous, les employeurs, les entreprises, monter aussi en qualification pour savoir mieux écouter, mieux recruter. La différence, parce que je pense qu'on se prive de beaucoup de talents. Quelles que soient les différences, on se prive de talents en France. Donc de toute façon, on est là à un tournant. On a fait une révolution, on est passé de l'obligation, on est en train de passer de l'obligation à l'envie, et ça c'est très important, parce que c'est une envie qui va diffuser avec les autres collaborateurs, mais aussi ça va être un atout aussi commercial, n'ayons pas peur de le dire. Quand vous vous mettez justement dans un développement d'accessibilité numérique de vos sites intranet et extranet, c'est une force pour vos clients. Hein. Dites-vous bien que les personnes handicapées, elles sont aussi clients. Donc je pense que c'est du gagnant-gagnant ce que nous sommes en train de faire. Alors vous dire que je suis moi très fière d'avoir impulsé ce manifeste avec Christian Sanchez, et je voudrais vraiment particulièrement le remercier, lui et vraiment Jean-Pierre Le Tart qui n'est pas là ce soir, parce que c'est parti d'une discussion avec notre ami René Ricol, qui n'a pas pu être là aussi ce soir, d'une discussion de dire comment mobiliser les entreprises. Et puis voilà, en 5 ans, on a travaillé ensemble. Maintenant, c'est un bébé qui m'a échappé, ça me rassure, parce que peut-être que je ne serai plus là dans quelques semaines, mais c'est pas grave. Je veux dire, peu importe, on voit bien que cette dynamique, elle est lancée. Les entreprises s'engagent, c'est pas rien. C'est pas rien. Je pense qu'on est d'un tournant, vraiment, Elisabeth l'a dit, on a tous les clignotants économiques qui sont là. Évidemment, bon, on a des actualités terribles qui nous rattrapent, mais pour autant, voilà, vous êtes tous en demande de recruter. Vous avez un vivier colossal de compétences que l'on n'utilise pas assez dans notre pays, j'ai pas peur de le dire. Hein, on a encore 450 000 personnes en situation de handicap au chômage. On s'est mis en mesure de les accompagner. On a 125 000 personnes en ESAT.
sur lequel on est en train de sécuriser les parcours, les entreprises adaptées. Donc voilà, on a vraiment de quoi améliorer profondément. Et puis une petite fierté, parce qu'hier je tenais la réunion ministérielle avec les 27 ministres du handicap de la présidence française, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Eh bien, je peux vous dire qu'on peut être fier de tout ce que l'on a mis en place en France pour accompagner l'insertion, le maintien dans l'emploi, la progression de carrière, parce que eh bien, tout le monde a voulu connaître nos dispositifs. On va généraliser le job coaching en Europe, on va généraliser le DOD, en faire un vrai outil. Donc, eh bien, soyons fiers de ce que nous sommes en train de faire tous ensemble. Donc moi, je compte sur vous. Je compte sur vous pour renseigner ce baromètre. On va le faire vivre ensemble. Je pense que c'est un vrai bel outil d'amélioration au quotidien. Voilà, merci. Merci Sophie Cluzel, merci à tous. Et bravo au nom de la salle pour tout ce que vous faites. Le printemps a pointé le bout de son nez aujourd'hui, on s'en est tous rendu compte, donc je vous invite tous à aller boire un verre à présent. Merci à tous.